Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Le jeu de l'autre côté. Marner, la passe, McDavid, le tir, et le but! Oh, Canada! Oh, McDavid! Le Canada gagne le tournoi! C'est la nouvelle ce matin, je pense, qui est discutée un peu partout. Et qui a vite pris, Alexandre, une tournure politique. Oui, il y a l'événement sportif, puis une réussite certainement de la Ligue nationale de hockey que cette confrontation des nations, mais ça a pris une tournure politique rapidement hier soir. Je réécoute Félix Séguin nous décrire le but gagnant de Connor McDavid, puis j'en ai encore des frissons. Ça fait plusieurs fois que j'entends l'extrait, puis ça me fait le même effet à chaque fois. Pour Félix, ça doit pas mal être l'un des buts les plus importants de sa carrière de descripteur. Convaincu. D'ailleurs, c'était tout un match à décrire. Il y avait des longues séquences. Il y avait de l'action tout le temps. Pas d'arrêt de jeu, pas de hors-jeu, pas de dégagement refusé. Ah non, c'était tout un match à décrire. Oui, donc. Victoire de 3-2 du Canada en prolongation. C'était autant où on vit une guerre commerciale avec les États-Unis. Là, c'était une guerre de tranchées. C'est-à-dire qu'en première période, Nathan McKinnon ouvre la marque. Puis après ça, bang, en fin de période, Brady Tkachuk fait 1-1. Même chose en deuxième période, lorsque les Américains ont même pris l'avance grâce à un but de Jake Sanderson qui venait en relève de Charlie McAvoy, qui est hospitalisé, blessé. Et après ça, c'est le Canada qui a marqué. Mais après le but des Américains, il y a eu un passage à vide inquiétant où tu te demandais, ça va-tu devenir 3-1, 4-1? Écoute, les Américains ont eu une poussée d'énergie. C'est comme si le Canada a été secoué par le but, mais ils se sont relevés progressivement. Oui, grâce à Sam Bennett. Et là, troisième période, vraiment, pas de but ni d'un côté ni de l'autre. Tout un poteau, un tir de Cale Makar. Moi, je pensais que le Canada l'avait passé. Elle s'est frappée sur le poteau. Ça, c'est vrai. Puis une solide performance aussi de Jordan Binnington, qui a été critiqué, qui a souvent accordé 1 ou 2 mauvais buts par match. Là, hier, il a fait quand même de gros arrêts. Et des miracles en prolongation. Il a sauvé 3 buts en prolongation, carrément. Il a sauvé la prolongation. Et si bien que Connor McDavid a finalement eu autant où Sidney Crosby avait eu le Golden Goal aux Olympiques, finalement, Connor McDavid, grâce à vraiment une magnifique passe de Marner, était juste devant le filet. Et c'est grâce à lui que le Canada a pu remporter la Coupe des 4 nations. Des réactions politiques, lorsqu'on disait que le sport et la politique étaient entremêlés dans ce contexte-là, il y en a eu plusieurs, notamment Pierre Poilievre, le jeu du Canada, l'héritage du Canada, le vrai Nord, fort, libre et doré, faisant référence à la victoire. Le premier ministre François Legault aussi a écrit « Bravo à Équipe Canada, le Canada et les États-Unis peuvent jouer ensemble ». Mais la réaction, la palme, la médaille d'or, revient au premier ministre Justin Trudeau qui a écrit cette citation-là en publiant aussi des images sur ses réseaux sociaux où on le voit célébrer. Il écrit « Vous ne pouvez pas prendre notre pays et vous ne pouvez pas prendre notre sport ». Regardez aussi ces célébrations, M. Trudeau, donc qui célèbre, enlace son grand ami Marc Miller, enlace les gens autour de lui également. Il a publié cette vidéo-là sur son compte Instagram au cours des dernières heures. Ouais, il était dans ce qu'on appelle en anglais un watch party. Il était avec beaucoup de monde pour regarder le match. Ouais, c'était effectivement assez beau à voir. Quelqu'un qui nous écrit. Il y a un de nos auditeurs qui nous écrit: le Donald va demander un recomptage des points de la game de hockey. Ouais, si lui s'est fait voler l'élection de 2020, peut-être les Américains se sont fait voler le match d'hier soir. Je sais pas trop. Bon, un retour sur le fiasco. Ça clique. Hier, la vérificatrice générale avait un rapport dévastateur. Alors, c'est sincèrement terrible. Un fiasco qui va coûter une fortune, 1,1 milliard de dollars. Et là, ce qu'on apprend dans ce rapport-là de la vérificatrice générale, c'est que les responsables du dossier ont caché des informations aux élus et même aux dirigeants de la SAC à l'époque. Il y a eu un certain ménage, notamment dans le conseil d'administration, à la direction générale de la SAC. Mais vraiment, ce sont des révélations chocs. On apprend qu'on aurait caché des retards, des problèmes de qualité, l'explosion des coûts de 500 millions à la haute direction et au gouvernement. Alors, des cachotteries qui auraient été orchestrées par un petit groupe de personnes au sein de la société d'État. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce groupe de personnes-là est encore à l'emploi de la société d'État? Voici en rafale certaines réactions, parce que vous comprendrez que ça rebondit à l'Assemblée nationale. Consécutivement, donc, Monsef Déragi et Marc Tanguay du Parti libéral, suivi de François Legault, François Bonnardel, Éric Kerr et Geneviève Guilbeault. On parle plus d'un fiasco.
On parle plus de CASA, on parle de CATA, comme catastrophe. Le premier ministre doit répondre du travail de sa ministre des Transports. On doit être capable, comme gouvernement, de compter sur de l'information fiable. C'est totalement inacceptable ce qui est arrivé. J'ai été trompé. Vous avez été trompé. On ira au fond des choses pour comprendre ce qui s'est passé. Oui, on pose des questions, mais quand ce qu'on nous dit n'est pas exact. S'il reste du ménage à faire, je pense que là, hors de tout doute, il faut finir de faire le ménage. Voilà. Et si on met ensemble les propos de Mme Guilbeault et de François Bonnardel, lui qui répondait comme ancien ministre des Transports, on nous a menti. Je ne serais pas surpris que d'ici une semaine, 10 jours, 2 semaines, on ait des congédiements dans la direction de la SAAC. Là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être identifiés comme à l'époque, ceux qui ont fourni... je lisais le rapport de la vérificatrice, puis j'écoutais les explications de la vérificatrice, parce ce qui me venait en tête, c'est la chanson, mais on utilise l'expression, mais il y a une chanson derrière ça. Tout va très bien, Madame la Marquise. Oui, oui. Dans la chanson de couplet en couplet, là, on décrit une situation qui est de plus en plus catastrophique, mais tout va très bien. C'est ça, l'espèce de conseiller de la Marquise ou de valet de la Marquise, lui, il dit tout va très bien, tout va très bien. Là. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on faisait pas les tests, on n'était pas sûr que ça allait marcher, on était en dépassement de coûts, mais on continuait à dire, par exemple, au conseil d'administration de la SAC, on continuait à leur faire rapport en leur disant tout va bien, tout est en ordre. Puis là, on approchait de plus en plus d'une date où vraiment on a... Tout va très bien. Ça, c'est un extrait exclusif là, des employés de la SAC. On déplore un tout petit rien. Ouais, c'est ça. Mais ça donne l'impression que c'est fait sur le coin d'une table. Ben, ça donne l'impression que c'est ça, qu'on disait tout va bien, mais là, c'est qu'il y a un point où, tant que tu travailles à l'interne sur un projet théorique de mise en service, là, c'est une chose, mais le jour où tu mets vraiment en certitude que tu t'offres au public le nouveau service, puis là, tu le découvres que ça marche pas. On dit que le rapport de la vérificatrice dit le jour 1 il y avait 1000 problèmes informatiques. L'évaluation, c'est qu'il y avait 1000 problèmes informatiques de toutes sortes qui faisaient que les uns pouvaient pas payer. Écoute, on se souvient de l'époque où les gens faisaient la file pour essayer d'avoir le permis de conduire, pour essayer de changer leurs immatriculations. Mais c'est le public qui a payé. En bout de ligne, la vraie affaire, puis le coût caché de ça, c'est le public qui a payé. Et on aura un bon exemple de ça ce soir à l'émission JE. Nos collègues consacrent leur émission de ce soir au fiasco de Saclic. Et on aura le témoignage d'une dame qui a vu un arbre donc tomber sur sa voiture. Elle est à Saint-Élie de Caxton. Et à ce moment-là, lorsqu'elle a fait les démarches avec son assureur, imaginez, elle réalise à ce moment-là qu'elle roulait depuis des mois, sans permis, sans immatriculation valide, 2 ans après le lancement de Saclic. Malgré qu'elle avait payé, là. Elle avait tout fait ce qu'il fallait. Elle n'est pas responsable de ça, mais à cause du fiasco de Saclic, imagines-tu les problèmes qu'elle a dû avoir? Malgré tout ça, alors elle va témoigner de ce qu'elle a vécu. Alors, tu sais, des exemples concrets, là, tu disais des impacts dans la population, en v'là un gros, là. Le journal qui nous présente un palmarès des cégeps. On était habitué au palmarès des écoles, qui est fait depuis plus longtemps, mais c'est aussi très, très intéressant de comparer les cégeps. Oui, il y a plusieurs établissements en région qui sont au sommet de ce palmarès-là. C'est la 4e édition de ce palmarès des cégeps. On retrouve entre autres les cégeps de Jonquière, de Beauce-Appalaches, de Rimouski, des cégeps qui ont réussi à faire diplômer leurs étudiants bien au-delà des attentes. Alors, on se penche sur le taux de diplomation des étudiants, un taux qu'on évalue en fonction de leur force académique à leur arrivée au cégep dans les 3 programmes préuniversitaires et les 10 programmes techniques les plus répandus dans le réseau collégial. Mais ce qui retient aussi l'attention, c'est l'écart de diplomation entre les gars et les filles. On observe une tendance quand même inquiétante, c'est que l'écart s'est agrandi. Chez les garçons, le taux de diplomation est à peu près de 56 %. Chez les filles, 69 %. Oh! C'est beaucoup, là. Et Mario, je te non, mais on avait déjà identifié le problème. Non, mais je te pose une question. Ouais. C'est dû à quoi? Je te donne un indice. C'est toujours à cause de ça. Toujours la pandémie. La pandémie! Non. Mais dans ce cas-ci, il y a un vrai questionnement. Puis on a un exemple. On a le cégep de Matane, là, visiblement, dans le dossier, qui a mieux réussi. Il va falloir se poser des questions. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme stratégie? Qu'est-ce qui peut être copié? Mais moi, j'ai toujours pensé que si c'était l'inverse, je veux dire, ce serait le sujet numéro 1 là, à l'Assemblée nationale. Si les filles réussissaient pas, t'aurais tout un mouvement qui dirait là, ça se peut pas. Mais là, c'est comme si c'est moins grave. C'est comme si ça passe. Que oui, on note ça, mais c'est pas vraiment identifié comme un problème de société important.
Parce que là, on se demande pourquoi il n'y a plus de gars dans les universités. Il n'y a plus de gars dans les universités, il n'y a plus de diplôme pas au cégep. Est-ce que c'est la façon d'apprendre qui est différente puis on n'en tient pas compte dans la façon dont on monte les cours? Regarde, toutes les explications se valent, mais le problème est frappant. Quoique, globalement, c'est pas excellent le taux de réussite au cégep. Là. Non. C'est quand même 63% là, pour l'ensemble, le gars-fille additionné. C'est un questionnement là, qui sort du palmarès aussi. Et t'as du déneigement à Montréal. Je pense qu'on peut oublier le 8 jours, mais là, il commence à avoir quand même de la critique, hein? Ben oui, il y a énormément de critiques, entre autres, sur la non-collaboration de certains automobilistes. Je regarde les chiffres, là, on est à 32 en ce moment au niveau du chargement de la neige. Et ce qui est ressorti beaucoup, c'est à quel point les opérations de remorquage retardent tout ce qui est déneigement. On nous dit, du côté de la ville de Montréal, qu'on remorque là, 1,4 véhicules à chaque minute. Moi, je m'inquiète du 0,4 véhicule, honnêtement. Je me demande c'est quoi. Mais ça retarde de 5 à 10 minutes à chaque fois. Là, et il y a des contraventions aussi qui ont été données. En fait, depuis dimanche, 3763 contraventions. Et ce sont des contraventions à 194 $. Maintenant, est-ce que c'est assez sévère? Moi, à l'époque où on travaillait dans notre ancien édifice, là, dans le chic, en face de Berry-UQAM, moi, je pense que j'ai eu l'année passée 3 contraventions de stationnement. Okay? Dans un contexte où les panneaux sont pas clairs, c'est 90$ à chaque fois. Mais là, t'as pas nuit à... Moi, j'ai pas nuit à personne. T'as pas nuit à personne, à rien. Non, j'ai juste pas compris les panneaux. Je dois pas être le seul à Montréal. Et là, tu entraves une opération de chargement de la neige et de déneigement. Tu forces les gens à déneiger ton véhicule que tu as laissé enfoui, puis ça coûte 190$. C'est pas très dissuasif. Proportionnellement, je sais pas, là, proportionnellement au petit ticket de stationnement ordinaire, ce qui est devenu... Pas très dissuasif. Faut pas se surprendre du fait qu'il y a bien des gens qui ont dit « Ah, sais-tu quoi? Bon, regarde, ils le déneigeront, mon char. » Mais tu sais comment fuir tous ces problèmes? Ah oui, comment? C'est en allant dans le sud. Ah oui, en planifiant un beau voyage dans le sud. Peut-être que certaines personnes avaient songé à faire ça en voyageant avec Sunwing. On va dire, ben franchement, qu'on a rencontré à l'aéroport de Montréal plusieurs personnes extrêmement fâchées face aux transporteurs qui continuent de faire parler de lui pour les mauvaises raisons. Alors, ce qui a compliqué, c'est qu'avec la tempête, il y a des Québécois qui sont restés coincés dans le sud. Alors là, il faut les rapatrier. Mais pour les rapatrier, ça prend des appareils. Et la conséquence, Sunwing a annulé hier tous ses vols en partance de l'aéroport Montréal-Trudeau pour mobiliser finalement les appareils pour rapatrier les gens. Alors, on voulait donner la priorité. C'est la réponse, parce qu'on a demandé une entrevue que les gens de Sunwing nous ont envoyé cette explication-là. Je dois être niaiseux, mais moi, je pensais que l'idée de l'aviation, c'est que tu vois ces deux barres. Tu y vas, puis t'en ramènes. T'en ramènes, puis t'en amènes, puis t'en ramènes. Tant qu'à y aller. Fait que là, quand ils disent on se concentre sur le rapatriement des gens... Mais faut que tu l'amènes là-bas, l'avion. Ouais. Ben, je sais pas. Fait que tu y vas vide. C'est trop logique, votre affaire. Non, mais on est peut-être trop terre à terre. Parce que là, on dit qu'on a... J'imagine la frustration des gens qui se font annuler leur voyage. Parce qu'il y a des gens, carrément, qui semblent perdre leur voyage. Il y en a qui sont reportés, perdent une journée de leurs vacances. Ça, c'est pas le fun, mais c'est tel que tel. Mais il y a des gens qui disent, ben là, on s'en retourne chez nous puis on n'ira pas dans le sud. Donc, tu as planifié d'aller dans le sud, tu as pris ta semaine de vacances avec ton employeur, puis tu as acheté ton costume de bain. Puis il y a cet aspect-là qui est frustrant, mais aussi il y a le manque de communication. Tu sais, on dit souvent dans un temps de crise, là, la priorité, c'est de bien communiquer aux gens, que les gens puissent savoir ce qui se passe. Écoute bien les commentaires recueillis là, à l'aéroport Montréal-Trudeau hier par nos collègues de TVA Nouvelles. Le verdict, c'est annulé. Annulé. Super belle perte de temps. Je suis enragé. Vous êtes enragé, là? Ben oui, mais pourquoi? Parce que on attend pour des vacances pour aller faire en chaleur durant l'hiver. Pas de courriel, pas de texto, rien du tout. Aucun préavis, ouais. En arrivant, avec les petites qu'on a levées à 3 h du matin. Là. C'est très décevant. Moi, mes vacances au travail étaient prises. Les enfants, on avait fait les arrangements. Bon, puis des gens qui étaient venus, par exemple, hier, je voyais, il y avait des gens qui étaient venus de l'Abitibi. Ah oui. Ils étaient descendus de l'Abitibi pour partir vers le sud. C'est 8 heures de route, là. Ouais. Ben, je veux dire, puis ça coûte cher, les voyages, les vacances, on n'est pas en infini. Ouais. Là, au Sunwing dit on va rembourser, mais là, c'est à moindre des choses. Les gens font pas le voyage. Les gens font pas le voyage toujours bien à moindre des choses que tu leur rembourses. Mais, je veux dire, tu rembourses pas l'ensemble des désagréments qui viennent avec, puis l'essence de l'Abitibi pour descendre à l'aéroport. C'est dommage réputationnel aussi pour une entreprise, là, tu sais. C'est pas leur première phrase, là. Non, Sunwing, je sais pas, ça date d'un certain temps, mais il y a un moment où, en matière de voyage à l'Office de protection du consommateur, je pense qu'il disait que
quasiment la moitié. Toutes les autres compagnies additionnées, là, c'était la moitié des plaintes, puis l'autre moitié, c'était Sunwing tout seul. Surprise. C'est une compagnie. Mais là, ça devait changer parce que Sunwing, ça a été racheté par WestJet. WestJet, qui a quand même une pas si pire réputation, là, pour ce que dans l'aviation, c'est jamais parfait, mais bon. Mais là, pour l'instant, elle continue à avoir des ratés. Le contrôle créatif de l'univers James Bond qui a changé de main. C'est parce que ça, c'est un coup de tonnerre dans l'industrie. Là. Je veux dire, c'est toute une nouvelle. Là. C'est l'une des franchises les plus lucratives au cinéma. Là. Donc, Amazon MGM va prendre le contrôle créatif de la franchise James Bond. Les anciens Ils ont acheté comme les droits. C'est ça. Il faut dire qu'il y a quand même une co-entreprise qui va se faire avec les producteurs actuels. Donc, ils ne prennent pas tout au complet la propriété intellectuelle de James Bond. Amazon MGM, peut-être que j'ai oublié, cette MGM maintenant appartient au groupe Amazon. Ça a été racheté en 2022 par Amazon. Ils contiennent... On oublie que quand une compagnie a dans son compte de banque, en cash, en liquidité, des dizaines ou des centaines de milliards, peut acheter... mais décide d'acheter n'importe quelle compagnie, puis il l'achète. Même pas besoin de faire un prêt ou rien. Là, regarde, avec du change, t'achètes des grosses compagnies. En 2022, ça coûtait 8,45 milliards de dollars américains. Mais pour Amazon, c'est du change. Pour Amazon, c'est une petite bière. C'est fou. Puis il faut dire qu'il y avait quand même un grand portefeuille de autant des téléséries que des films. Là, MGM, c'est à peu près 4000 films. Là. Il y avait beaucoup de stock. Donc là, c'est eux qui vont décider la couleur de James Bond, l'agence 007. Ça veut dire aussi qu'il y aura donc d'autres films. Assez éminemment, on sait que Daniel Craig ne revient pas dans le rôle de l'agent 007. On n'a pas eu vraiment non plus de rumeurs de qui pourrait le remplacer. On sait que No Time to Die, là, c'est en 2021. C'est des milliards de recettes au box-office. Donc le prochain James Bond pourrait, par exemple, faire de la livraison de colis. Ça se peut. Comme un sideline. Mais il faut savoir que Michael Wilson et Barbara Broccoli, qui étaient là dans la franchise, demeurent quand même pour la propriété intellectuelle. C'est juste que toutes les décisions créatives vont être faites par Amazon. Mais là, ça peut prendre toutes sortes de directions. Et quand on regarde d'autres franchises qui ont été rachetées, maintenant, on dilue le produit. Là. On pense à les Star Wars, les Marvel. Maintenant, on trouve le demi-frère, l'arrière-cousin a son film, la chèvre qui appartenait à l'oncle de l'autre a son film. À un moment donné, je trouve qu'on dilue le produit. On étire la sauce, puis ça perd sa saveur. Ouais. Je trouve. À suivre pour la suite des choses. J'espère qu'on va garder l'essence. Un moment donné, il y avait l'ouverture de l'inclusion. Moi, je trouve que l'agent 007 avait un profil, ce serait le fun de le garder.